toute sa vie aura été la quête de la vérité. Je vous propose de retrouver monsieur, ou le docteur, non, c'est monsieur Jean-Philippe Ouldaoudia, médecin et écrivain. C'est de nouveau un descendant de victime qui fait face au silence et aux mensonges d'État que je donne la parole aujourd'hui pour parler d'un nouveau livre qu'il a commis toujours chez le même éditeur. Ce livre s'appelle OAS, Archives inédites révélations dans la collection Ces oubliés de l'histoire. Euh, Monsieur Ouldaoudia, acceptez-vous d'ailleurs que l'on vous présente toujours comme descendant de victime? C'est pas un honneur, mais c'est quelque chose que je ne refuse pas. Mm, C'est toujours bon d'avoir l'un des siens et surtout son père qui soit tombé du bon côté de l'histoire. Je plains mm. plutôt les autres, ceux qui ont fait le mauvais choix. Le contexte de ce nouveau livre que vous avez commis, donc, je rappelle, chez toujours le même éditeur, aux éditions Tirésias, Michel Reynaud, qui prend un courage non dissimulé de publier des écrits qui n'auraient peut-être pas eu écho d'ailleurs auprès de d'autres éditeurs. Et à la suite de l'ouverture des archives françaises, vous reprenez et complétez l'enquête sur l'assassinat de 6 inspecteurs, parmi lesquels votre père, l'écrivain également Mouloud Ferraoun, et l'humaniste Max Marchand. On a su, hein, parce que vous l'aviez déjà évoqué dans un de vos premiers livres, L'assassinat de Château-Royal, que ce crime a été imputé à l'OAS. Qu'est-ce qui a changé depuis l'écriture de l'assassinat de Eh bien, Château-Royal? l'assassinat de Château-Royal était fondé sur des témoignages. Or, les témoignages sont toujours susceptibles d'être modifiés par l'émotion, par le temps qui passe. Et de l'émotion, il y en a eu pour les témoins qui étaient là. Par contre, des archives policières et judiciaires, c'est un procès verbal froid, sujet, verbe, complément, très peu d'adjectifs. Et la déclaration est signée par le témoin, elle est validée par l'officier de police judiciaire qui l'entend. Par conséquent, c'est une pièce à laquelle on peut se référer de manière objective, alors qu'il y a toujours quelque chose de subjectif dans un témoignage. Mm. Et lorsque, pour ce qui me concerne, les documents de police et de justice sont venus conforter les témoignages des personnes présentes, ça donne beaucoup de force à la qualité de la vérité que j'énonce. Mm. On ne peut pas la réfuter. Parce qu'on a en face des gens qui mentent, qui fantasment, qui disent n'importe quoi en se faisant passer pour des héros alors que ça n'était que des lâches et des salauds. Le fait que je puisse lire, c'est assez ce qui m'a le plus choqué peut-être. Oui, le fait que je puisse lire que les tueurs ont pris la peine de dépouiller leurs victimes de leur Quelle argent honte, quelle et de honte. leur rendre leur porte-monnaie vide après les avoir volés, c'est quelque chose d'infect. Et donc, ces grands patriotes, quand ils meurent, on met des drapeaux tricolores partout, on leur chante le chant des Africains, la Marseillaise, mais ce sont des voyous, ce sont Mm. des petites crapules, non, des grandes crapules, ce sont des gangsters. C'est ce qu'a écrit la délégation générale. À la délégation générale, on tenait les extrémistes algérois pour un gang de malfaiteurs payés. Ils se faisaient payer pour tuer. Et des assassins de mon père déclare: je n'ai jamais eu d'engagement politique. Je me suis engagé pour me protéger moi-même. Pour te protéger lui-même, il se payait lui-même sur le dos des victimes, alors qu'il était payé 1630 euros par mois. Peu importe. Il aurait reçu 1 euro pour faire ses crimes, que c'était 1 euro de trop. L'essentiel dans ce que je révèle, c'est que ces gens-là n'étaient animés d'aucun sentiment patriotique. J'imagine, puisqu'on l'avait évoqué lors de notre précédent entretien, combien il est douloureux pour vous de revenir à chaque fois, de vous replonger dans cette histoire, même si vous êtes à l'aube de fêter votre 83e anniversaire. C'est à chaque fois se remettre dans un contexte qui doit réveiller des souvenirs qui ne sont pas toujours faciles à... Ça, c'est la délicatesse des personnes qui m'interrogent, dont la vôtre, madame, et à laquelle je suis sensible. Mais je n'ai plus rien. Les larmes et le chagrin, c'est fini. Mm. Par contre, ce qui n'est pas fini, c'est mon indignation, toujours aussi vive, de voir que des hommes, et maintenant je vois que ce sont des voyous, se sont arrogés le droit d'assassiner 6 innocents en toute impunité. Et après avoir commis cela, ils ont été promus adjoints au maire, conseiller municipal, ils ont eu le drapeau tricolore en travers de la poitrine. C'est ça,
Ça, je ne le supporte pas et je pense que je mourrai avec une indignation toujours aussi vive. Mais je peux parler avec beaucoup de recul de tout ce qui est sentimental, de tristesse, d'avoir perdu un père, etc. Même si j'imagine que 60 ans après, le fait de revenir, de se replonger dans ces histoires et de découvrir, entre autres, en annexe les courriers, les échanges d'une partie des inspecteurs qui ont été assassinés quelques jours après, de replonger dans ces annexes, de lire leurs documents manuscrits, ça renvoie toujours à une forme d'injustice parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les victimes de l'OAS n'ont toujours pas été reconnues en tant que telles. Ah, madame, alors là, vous ouvrez le chapitre que je considère comme le plus honteux pour la République. Je m'explique. Emmanuel Macron a été le seul président de la République à faire autant pour soigner les mémoires, cicatriser les mémoires blessées de la guerre d'Algérie. Ce qu'il a fait, il a très bien fait. Je peux émettre un doute sur le fait que les manifestants du 26 mars le disent à Alger étaient si innocents que ça, mais passons. Les harkis, c'est bien. Les victimes du 17 octobre 61, c'est bien. Il a fait déposer une gerbe au Père-Lachaise le matin à la sauvette pour les victimes du métro Charonne. Il a oublié une catégorie de victimes. Quand j'ai dit oublier, en réalité, il a délibérément refusé d'honorer, on a le chiffre maintenant, les archives nous l'ont donné, les 2545 victimes civiles et militaires en Algérie et en France, magistrats, policiers, militaires, maires, élus, avocats, magistrats, il n'a pas voulu leur rendre hommage. Alors je me pose la question, parmi certains de ces personnes, certaines ont été déclarées morts pour la France. Quel risque y a-t-il pour le président de la République de rendre hommage au général Ginesté, par exemple, 4 étoiles, assassiné à Oran, avec à côté de lui le lieutenant-colonel Mabille? Ils ont été assassinés à la morgue, ou la veille, on avait assassiné un... Qu'est-ce qu'on lui reproche d'avoir été fidèle au drapeau? Qu'est-ce que le président de la République reproche aux appelés du contingent qui ont refusé de donner les armes que la France leur avait données pour la défendre? Ils ont refusé de donner ces armes aux membres de l'OAS. Qu'est-ce qu'on leur reproche? D'avoir été fidèles au drapeau, d'avoir refusé de donner les armes à des assassins? On reproche aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, c'est de bon ton, de reprocher aux jeunes de ne pas respecter la police. Mais il y a eu 143 policiers, dont 4 commissaires de police qui ont été assassinés par l'OS. Pourquoi le président de la République ne leur rend-il pas hommage? Alors je me pose la question, je la pose quand même. J'ai un peu honte de la poser. Ne pas honorer les victimes de l'OAS, c'est quelque part cautionner leurs crimes. Et ça m'est insupportable. J'ai de la peine à croire qu'un président de la République valide les crimes qui ont été commis dans la mesure où il n'honore pas les victimes de ces crimes. Il eût mieux valu que M. le Président de la République n'honore aucun mort, aucune victime, plutôt que d'en faire une sélection. Et lui qui voulait apaiser les mémoires blessées, ben, il n'a fait que les diviser finalement. Lors de notre précédent entretien, je disais qu'il remonte à juin 2021, j'avais omis involontairement de dire un mot sur l'association les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons, dont vous êtes membre, pour évoquer le travail de mémoire à laquelle se livre votre association. Et c'est vrai que vous œuvrez beaucoup sur la reconnaissance de qualité de victimes, des 6 inspecteurs, entre autres, les 6 inspecteurs sociaux et qui ont été lâchement assassinés en mars 62. Voulez-vous nous dire un mot brièvement, enfin brièvement, si tant est qu'on puisse être bref sur le rôle de l'association les Amis de Max Marchand, Mouloud Feraoun et leurs compagnons, parce qu'en 2022, par exemple, après 2 années de crispation, on va dire, entre guillemets, entre la France et l'Algérie, la participation à Alger aux côtés de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette, a déposé une gerbe, me semble-t-il, en tout cas a rendu hommage au sacrifice, littéralement, de ces 6 inspecteurs sociaux
qui sont tous morts sur leur lieu de travail et dans l'exercice de leur fonction pour la défense des valeurs de la République et pour l'indépendance de l'Algérie. Ça fait partie du travail quotidien de l'association. Vous avez dit, madame, que l'Algérie et la France ont rendu hommage ce jour-là aux 6 inspecteurs des centres sociaux. Pas du tout, madame, pas du tout. L'Algérie a fait une entourloupe dont elle est championne olympique, à savoir que sur la plaque commémorative, ça n'a pas dû coûter très cher à l'État, hein, mais ça fait rien. Moi, je suis pour les symboles. Il n'y avait qu'un seul nom. Il n'y avait pas les 6 noms. Il n'y en avait qu'un. Et ça, l'ambassadeur de France ne le savait pas. C'est la raison pour laquelle, ça c'était le 15 mars. Le 19 mars, au Palais de l'Élysée, Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage à chacun des membres des centres sociaux éducatifs en donnant les noms des uns et des autres et finissant sa phrase par tous les 6. C'était une réplique à l'image de la diplomatie internationale pour le mensonge, la manipulation qu'avait faite le gouvernement algérien, qui est insupportable en soi, hein. Je ne vois pas en quoi ça les gênait. C'est Voilà. au même titre, docteur Ould-Daoudia, que vous évoquiez que depuis 2005, je pense que vous n'êtes pas retourné Oui, en Algérie, c'est ça? oui. En 2005, nous avons découvert que le Château Royal, l'endroit où ont été assassinés les 6 inspecteurs, était devenu un cantonnement militaire. Et en Algérie, tout ce qui est cantonnement militaire, c'est secret d'État, secret nucléaire, secret de je ne sais pas quoi. Et par conséquent, l'accès y est interdit. Donc nous ne pouvons pas, malgré ma demande auprès de l'ambassade d'Algérie en France, que j'ai rencontrée avec une avocate qui avait été déclarée citoyenne d'honneur d'Algérie parce qu'elle avait défendu courageusement des résistants algériens en France et en Algérie, eh bien, je leur ai demandé l'autorisation, un jour par an, 1 minute par an, d'aller me recueillir sur la plaque commémorative à la mémoire de mon père. C'est trop leur demander. Donc, on ne peut plus aller se recueillir là-bas. Mais nous avons la chance, madame, de pouvoir nous recueillir au 101 rue de Grenelle, à Paris, dans les anciens locaux du ministère de l'Éducation nationale, qui sont aujourd'hui les locaux du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, où il y a une plaque commémorative avec les 6 noms, les noms des 6 victimes, morts pour la défense des valeurs de la République et dans le cadre d'une amitié fraternelle avec l'Algérie. Donc c'est une très belle phrase, une très belle plaque. Et tous les ans, grâce à Emmanuel Macron, je dois lui reconnaître cela, grâce à Emmanuel Macron, il y a le ministre en poste dans le ministère qui est là. Alors qu'autrefois, c'était un chef de cabinet, un directeur de cabinet, ce qui n'était déjà pas rien. Mais là, c'est le ministre en fonction au 101 rue de Grenelle qui est là, qui prononce un discours et qui se recueille à la mémoire des 6 dirigeants des centres sociaux éducatifs. L'association, elle a eu 2 vies. La première, c'était une association purement mémorielle et pédagogique, parce que les centres sociaux étaient les pionniers en matière d'éducation de base pour les populations déshéritées, sous-développées, etc. Vraiment, il y avait donc un gros travail pédagogique. Personnellement, je ne m'en suis pas occupé parce que je ne suis pas enseignant. Nous avons une revue qui est publiée, qui fait partie des périodiques, du catalogue international des périodiques, donc on peut la consulter partout, sur Internet, à la Bibliothèque nationale. Ça a été un gros travail que je vais qualifier de pédagogique et littéraire. Elle est devenue association de combat à partir du moment où les différents présidents de la République se sont acharnés à valoriser les sacrifices des militaires putschistes, déserteurs, tueurs. À ce moment-là, on s'est dit non, on ne peut plus faire que de la mémoire, on ne peut plus rester qu'intellectuel. Il faut être intellectuel avec le stylo qui est l'arme d'un intellectuel. Ça, c'est la vie de l'association. Donc aujourd'hui, l'association se bat contre les déviations, le déviationnisme, le détournement de la mémoire. Nous avons à répondre quand même, madame, à des projets des diffamations écrites dans des revues. Pour justifier le crime de Château-Royal, on accuse Mouloud Feraoun, Max Marchand, mon père, etc., d'être complices de fourniture de renseignements pour assassiner des Français. Nous sommes
mon père est accusé de fournir des renseignements au FLN pour tuer des Français. C'est n'importe quoi. Tout ça pour justifier le crime, parce il est tellement injustifiable, ce crime. Ça les gêne. Alors ils mentent. Le deuxième rôle de l'association est un rôle de combat, maintenant de défense. Et puis aujourd'hui, on essaye quand même d'obtenir du président de la République qu'il fasse ce qu'il a fait pour toutes les autres victimes, sans discrimination et sans réserve. Elles méritent autant que les autres. Je ne dis pas plus. Peut-être, dans mon cœur, en esprit, le fait qu'on assassine un commissaire de police ou un général, c'est quand même pas rien dans l'histoire de la France. Eh bien, le président de la République devrait faire cela. Et je me bats pour cela. Vous mettez au jour la réalité autour de l'accès aux archives qui reste encore aujourd'hui auprès des Algériens et des Français, nourrie de beaucoup de fantasmes, parce que déjà le titre en soi, je pense, va faire sensation. Vous me direz peut-être comment votre livre est perçu depuis sa parution il y a quelques mois de cela, mais en quoi ces archives sont inédites par rapport à ce qui nous intéresse de l'histoire franco-algérienne. Elles n'étaient pas accessibles avant? Ah non, elles étaient toutes accessibles sous dérogation. Encore fallait-il obtenir la dérogation. Ceux qui la sollicitaient étaient des chercheurs, des historiens, parfois des cinéastes, pour réaliser des documents. Mais qu'un simple citoyen comme moi accède à la lettre du procureur général de la République d'Alger, écrite au ministre de la Justice à Paris, je n'aurais jamais eu accès à cela. C'est en ce sens que la loi de décembre 2021, oui c'est ça, constitue un grand progrès. Et c'est à mettre à l'actif du président de la République, parce que les militaires n'y tenaient pas. Hein. Je vais en profiter d'ailleurs pour remercier infiniment Madame Sylvie Thénault, qui est historienne, pour la qualité de sa préface. Vous avez fait de l'écriture un acte politique. Vous mettez surtout en exergue la complicité des institutions. L'intérêt des archives, ça a prolongé mon premier livre, à savoir que le premier livre était purement, on va dire comme ça, une enquête policière. J'ai eu les noms de ces gens, de trois des participants du crime, mais j'ai eu accès à leur dossier. C'est-à-dire que j'ai pu retracer leur itinéraire du 15 mars 62 jusqu'en 1963, parce qu'ils n'en sont pas restés là, ils ne se sont pas arrêtés le 15 mars 62. C'est donc, il m'est apparu intéressant à travers, au départ, ce qu'ils ont été capables de commettre, et ça, je le sais avec précision, jusqu'à ce qu'ils auraient été capables de commettre contre le président de la République, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'un d'entre eux, qui s'appelle Gabriel Rizza, je ne sais pas si vous avez vu l'arsenal qu'ils avaient ramené d'Algérie pour assassiner De Gaulle au palais de l'Élysée. Donc, ils étaient capables de voler leurs victimes innocentes en les maintenant sous la menace de leurs armes au Château Royal, mais ils étaient capables aussi de louer un appartement rue du Faubourg Saint-Honoré pour tuer le général de Gaulle à l'aide d'un fusil à lunettes. Donc, le deuxième livre dépasse largement le premier, et parce qu'il permet pas d'atteindre la postérité, mais de voir le cursus de ces gens au-delà du simple 15 mars 62. On est là dans l'histoire très importante de l'OAS. On n'est pas simplement l'histoire du 15 mars. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, sans marcher sur la tête, j'évoquais tout à l'heure la complicité des institutions, sans lesquelles, effectivement, ces hommes n'auraient jamais évolué. Et puis surtout cette aberration qui a consisté ensuite à cette réhabilitation, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, réhabilitation des criminels avérés. Alors ça, c'est la troisième partie de mon livre, c'est l'analyse politique que je fais. Si nous en sommes arrivés là aujourd'hui, c'est parce que ça a commencé par Mitterrand en 1982. Le mot réhabiliter, c'est quand même très fort comme signification. Et donc, quand il réhabilite une quinzaine de généraux putschistes, ils cautionnent leur putsch, quoi. Et à partir de là, tout est permis. Au premier tour de 1981, l'extrême droite n'était pas là. Au premier tour de 87, l'extrême droite est déjà là avec 14% des voix. Merci Mitterrand, merci la réhabilitation. Il ne faut pas oublier, madame, que grâce à François Mitterrand,
Raoul Salan a donné l'ordre de voter pour Mitterrand en 1981. Raoul Salan, Raoul Salan. Et qu'ont fait les pieds noirs? Eh bien, si leur chef de l'OS à Alger leur dit de voter en France pour Mitterrand, ils ont voté pour Mitterrand. Vous évoquez, on disait, la complicité des institutions à tout niveau, les aberrations, en tout cas, un manque sans doute de, je ne peux pas dire de sérieux, mais un certain laxisme, même au moment des enquêtes qui sont menées, des enquêtes de police qui sont menées, dont on se rend compte à la lecture de votre livre OS, Archives inédites révélations, qu'il y a dès lors des manquements ou certaines interventions qui font que, bizarrement, on ne va pas au bout des enquêtes. Oui, des enquêtes comme ça, c'est dérisoire. 2 jours après, la police judiciaire algéroise se pose la question de savoir qui a fait le crime. Ils ne savent pas si c'est l'OS ou c'est le FLN. A posteriori, on peut rire. Mais bon, heureusement, il y avait une petite centaine de policiers métropolitains détachés qui vivaient à part dans la caserne de police du Séné, qui faisaient leur travail de policier. C'est facile. Et puis ils vous disent, les gens parlent, les gens se confient aux policiers, aux policiers instructeurs, aux policiers instructeurs et aux magistrats avec une facilité déconcertante. Ils rédigent eux-mêmes leurs propres réquisitoires. Donc, il ne faut pas les forcer pour ça. Il y a cette histoire de légionnaires qui sont inculpés pour être impliqués dans l'assassinat de l'attaché naval de Grande-Bretagne en France. Ils racontent leur retour. Sur le retour, on a croisé quatre musulmans à vélo. Eh bien, ils descendent de voiture, ils les tuent, ils en ont tué 4. Mais le magistrat ne les interroge pas là-dessus. Il les interroge sur l'attaché naval de Grande-Bretagne. Eh bien non, ils racontent ça. Au passage, on en a tué 4. La désinvolture avec laquelle on considérait la vie d'un Arabe, c'est extraordinaire. Oui. Et c'est l'occasion d'ailleurs, puisque vous évoquez cet assassinat sur le territoire français, on a souvent pensé, et moi d'ailleurs jusqu'à récemment, que l'OS n'avait opéré que sur le territoire algérien. Non, dans un des chapitres que vous évoquez, le chapitre 9, l'OS au cœur de la France, effectivement, c'est que ce mouvement trouve ses appuis, en tout cas ses bases, où son organisation s'appuie, parce qu'elle a elle a des soutiens en France, et on se rend compte, vous relatez de manière assez aberrante, la facilité que cette organisation a de se déplacer entre la France et l'Algérie, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à passer des armes en prenant l'avion, sans la moindre source de contrôle, avec même voilà, des appuis qu'on ne soupçonnerait pas si on si on n'avait pas accès à ces archives secrètes. Oui, la France est passée à 2 doigts du putsch, du pronunciamento, du coup d'État. La police était complice, une partie de la police était complice, l'autre était républicaine. Les services secrets étaient eux aussi infiltrés largement par l'OS. Heureusement, il y avait De Gaulle à l'Élysée qui tenait un petit peu la baraque, mais ça tenait qu'à un fil. Bon, il y avait une police républicaine, une armée fidèle, des douaniers qui contrôlaient, mais effectivement, passer dans la caravelle d'air algérien, un bazooka, un fusil à lunettes, des roquettes, enfin, c'est invraisemblable. Et puis, ils se téléphonent tranquillement. Hein, qu'on les écoute ou qu'on les écoute pas, ils savaient qu'ils bénéficiaient de tous les intérêts, de tous les avantages et l'immunité liés à leurs actions. Vous évoquez dans votre livre également, effectivement, la manière dont vous avez accédé au travail, le contexte dans lequel vous avez eu accès à ces archives. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste des archives qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas encore accessibles? Est-ce qu'il y a encore des choses à apprendre de votre histoire, de l'histoire de l'OS et ces archives qu'on a voulu finalement garder secrètes un peu plus longtemps, il me semble, hein, que les archives habituelles? Très certainement. Dans des dossiers annexes, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, dans des dossiers annexes, on peut découvrir un certain nombre d'informations sur tout ce que j'ai écrit. Pas seulement sur le 15 mars, dans des dossiers annexes. C'est parce que j'ai consulté des dossiers annexes de Gueldre, quand il est passé devant la Cour de justice de la République, la Cour militaire de justice, oui c'est ça, que j'ai vu un certain nombre de ces méfaits et de ces déclarations dans lesquelles il couvre tout ce qu'il a fait. Mais ça ne concerne pas que le 15 mars. Il faut donc élargir les recherches. Il y a donc sûrement des mines d'informations à trouver dans les archives déposées par la justice et la police à Pierrefitte.
Mais il y a aussi des archives qu'on ne trouvera jamais parce qu'elles ont été détruites, Mmh. en particulier l'armée. L'armée, tout ce qui concernait les tortures, les disparitions, on pourra chercher tout ce qu'on voudra dans les archives concernant Maurice Audin, on ne trouvera rien. Mmh. Mmh. On a fait disparaître les archives Oui, en même temps qu'on a fait disparaître, la personne bien sûr. emblématique, oui. Il Je il me disais je revient, oui, je vous en prie. il me revient ce que je voulais vous dire à propos du Mmh. musée mémorial du terrorisme à travers les sociétés. C'est très important parce que la France va s'enorgueillir d'inaugurer un magnifique musée du mémorial terroriste au Mont Valérien, dans lequel on va pouvoir dire tout le mal que l'on veut des terroristes du Pérou, du Mmh. Chili, de Mmh. Mmh. l'Espagne, la bande à Bader en Allemagne. En France, il n'y a pas eu de terrorisme. L'OS, on n'existe pas. On va nier ce que j'appelle le terrorisme domestique, avec ses 2545 victimes, et on va donner des leçons aux Péruviens, avec le sentier lumineux. Je me demande comment les historiens vont pouvoir accepter, cautionner une Oui, démarche de cette nature. Parce qu'à ce moment-là, ça n'est plus une démarche historique, c'est une démarche politique. À partir négationniste. du moment où Mmh. vous cachez vos propres défauts, à, à partir du moment où la France refuse de reconnaître Vichy, et bien aujourd'hui, on refuse de reconnaître l'OAS. C'est Mmh. le même type de blocage intellectuel. Parce qu'on est français, on n'a pas de terroristes. Ben oui, désolé. La France a Ça eu des terroristes, elles en ont tué. Ça Elles coule ont de tué sang, des gens. vraisemblablement. On rappellera qu'au contraire de Vichy, jamais l'Algérie française n'a fait l'objet d'un des aveux consensuels, bien au contraire, et qu'apparemment, l'ouverture ou l'inauguration prochaine, l'année prochaine de ce musée mémoriel enfonce effectivement, enfin, force la conviction que on reste toujours sur un sujet délicat, qui est cette question de l'Algérie française. C'est quoi l'idée, docteur Ould-Daoudia? C'est d'attendre finalement que tous les témoins, aient finalement disparu pour un jour essayer de faire un examen de conscience ou alors laisser s'éteindre comme ça cette histoire pour elle disparaisse, à petit feu? Oh, je serai plus trivial. C'est pour ne pas gêner l'extrême droite. Ce sont des crimes commis par l'extrême droite, Mmh. que l'extrême droite approuve. Alors, si on désapprouve les crimes commis par l'OS, indirectement, on désapprouve ce que l'extrême droite est capable de faire, et l'OS en particulier. Mmh. Donc, il faut ménager l'extrême droite. C'est tout. Je n'y Mmh. vois rien d'autre. Et on rappelle que par des temps récents dont on n'est absolument pas sorti, ô combien le Rassemblement national a tenté de se racheter une virginité pour se dissocier du parti, je dirais historique, le Front national. Non, non, ils défendent les mêmes idées et on a bien vu effectivement ces relents de racisme et de xénophobie et de violence basées beaucoup aussi à l'encontre de la population maghrébine et algérienne, qui est le Rassemblement national ne diffère en rien du parti historique Bien sûr que non. créé à l'époque, en plus, on le rappelle, des, 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 euh, des anciens d'Algérie. J'ai toujours un peu de mal à citer leur nom parce que j'ai toujours peur de leur faire un peu trop de publicité. Des anciens d'Algérie, dont effectivement nombreux qui sont des membres fondateurs de cette organisation, enfin, de l'OAS. Qu'est-ce Oui, que. bien sûr. Oui, Il ne oui, faut pas oublier la déclaration de Madame Tabarot, fille de Monsieur Tabarot, fondateur de l'OS à Oran. Alors, je prends toujours des précautions oratoires. Un oui. enfant n'a pas à assumer la responsabilité de ses parents. Mm, Mais dans la mesure où Madame la députée a cautionné l'action de son père et s'en déclarer fière, à ce moment-là, elle se rabaisse au même plan que son père et elle s'est livrée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à une apologie du terrorisme. mm. Son père est un ancien terroriste. C'est pas un patriote, c'est pas un résistant. Alors je ne sais pas si s'il prenait de l'argent comme on le faisait à Alger. Oran, c'était pas forcément Alger. Je ne l'accuse de rien d'autre que d'avoir fondé l'OAS et d'avoir tué des gens. Mm. Quant à M. Gonzalez, le doyen de la faculté, lui, le doyen de l'Assemblée, lui, il ne sait pas ce qu'est l'OS, il ne sait pas si elle a commis des Mm. crimes. Lui Mm. aussi, c'est un Oranais,
il ne sait pas que l'OAS a tué le général Ginesté, le lieutenant-colonel, il ne sait rien. C'est pas. En tout cas, pour lui, le fait de tuer un général et deux colonels, ce n'est pas des crimes. Il ne sait pas dire. C'est une reconnaissance implicite du bien fondé du crime. C'est surprenant en tout cas comment le profil qui dégage de toutes les personnes membres de l'OAS que vous avez, sont surtout des personnages en fait dépourvus de scrupules et de sentiments en fait qui se conduisent à Alger et en Algérie, un peu comme il l'aurait fait jadis entre autres sur des conflits récemment perdus tels que le Vietnam. Enfin, on revient toujours à cette question on vient en découdre en Algérie pour justement ne pas se venger quelque part de la défaite militaire que la France a essuyée. Dien Bien Phu, c'est mai 1954. L'Algérie, c'est 1er novembre 1954. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 6 mois plus tard, l'armée qui a été la 4e armée du monde qui a été vaincue par des gens qui n'étaient pas entraînés, qui n'étaient pas des militaires de profession, qui étaient la profession. 6 mois après, ils sont confrontés à un même conflit civil où des gens mal armés, mal éduqués, mal entraînés vont leur tenir tête. Et ça, c'est insupportable pour la 4e armée du monde. Donc, il y avait effectivement un sentiment de vengeance en Algérie de ce qu'ils avaient vécu. C'était les mêmes hommes, même Massu, Bijar et Ossarès et compagnie se trouvaient dans les rizières de Dien Bien Phu. Et on va les trouver dans les djebels algériens. Avec des méthodes de terrorisme, on évoquait tout à l'heure la question de terrorisme, ils vont reproduire en fait en Algérie des méthodes terroristes, puisque pardon d'évoquer de nouveau l'assassinat des 6 inspecteurs sociaux à Château-Royal, dont faisait partie votre papa, ce sont des méthodes qui, ni plus ni moins, ont déjà été, comment dire, qui ont été élaborées et qui ont été exercées par. Essayez, mise au point. Hein, c'est ça, essayez, mise au point par les SS pendant Oui, la oui, guerre, hein, c'est oui. ce que vous voulez dire, de tirer dans les jambes, oui, c'est ce qu'on faisait. Les Juifs n'avaient pas cet honneur, ils étaient tués d'une balle dans la tête parce qu'il fallait faire des économies. Un Juif ne valait pas qu'on dépense de l'argent. Par contre, pour les résistants, c'était un procédé. Et c'est pas pour rien que ces soldats qui avaient servi dans les unités parachutistes utilisaient ce procédé contre les Algériens ensuite. Ouais. En tout cas, contre les 6, ça c'est De triste mémoire. c'est évident. Je m'autoriserai peut-être encore une ou deux questions, Monsieur Ouldaoudi, avant de peut-être conclure avec une intervention de votre part, une forme de conclusion. Je vous posais la question tout à l'heure de votre démarche, puisque vous avez, même si vous êtes médecin à la retraite, vous n'avez pas attendu d'être à la retraite pour être un auteur prolifique, puisque je rappelle dans les livres que vous avez commis, toujours il me semble chez le même éditeur, et pas forcément dans l'ordre chronologique, qui est effectivement l'assassinat de Château-Royal, un enlèvement en Kabylie 13 septembre 56, qui ne relate pas effectivement cette question des archives secrètes, mais pour vous dire qu'effectivement vous êtes intéressé à cette question algérienne dont on sait combien elle vous tient à cœur, même si aujourd'hui il est exclu de retourner en Algérie. Il reste encore beaucoup de choses à écrire, vous avez encore beaucoup de choses à dire grâce à l'accès à ces archives inédites. Un auteur prolifique, soyons modestes, madame. Non, je ne Quand suis même, pas un auteur prolifique. Je dis, pas question d'un. Si, moi, l'Algérie, je peux y aller. vous ne Mais souhaitez pas y aller. je ne souhaite pas y aller. Non pas à cause des Algériens. Les Algériens, c'est un peuple formidable. Ce sont mes frères. On s'aime. Mais les autorités algériennes, je les déteste. Mm. Ont-elles rendu hommage? Parce que, pardon, c'est bien beau, comme je le fais, c'est embêtant, de critiquer le gouvernement français qui ne rend pas hommage aux 2545 victimes. Les Algériens font quoi? Ils font rien. Nous, au moins, on a une plaque au Mm. ministère de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il y a une plaque au ministère de l'Éducation nationale en Algérie pour les 6? Il n'y a rien. À ma Donc ma connaissance. critique, elle s'adresse d'abord aux autorités algériennes. Mm. Et je les déteste. Je les déteste. Elles ont peur de rendre hommage à des gens qui ont fait mieux qu'eux et qui surtout ne se comporteraient pas comme eux. Mm. Ce sont des exemples qu'ils n'aiment pas suivre. Vous travaillez peut-être sur un prochain livre, parce que il y a encore beaucoup de choses à dire. Et j'ai beaucoup de choses à faire en dehors de l'écriture désormais. Et puis ça me libère l'esprit. Oui. Parce qu'un livre, bon, les salles de lecture des archives, c'est très intéressant,
mais c'est à partir des archives qu'on réfléchit quand même. Mm. Et c'est à partir de là que j'écris les chapitres 9 et 10 qui, de mon point de vue, sont plus intéressants que tout le reste, parce qu'ils expliquent comment petit à petit l'OAS a envahi la France, le cœur les églises, que des Mm. églises rendent hommage à des assassins. C'est quand même incroyable. Ils méritent le pardon de Dieu s'il existe, mais ils ne méritent pas qu'un hommage soit rendu dans des lieux saints tout de même. Ou de commémoration justement des fameux nostalgiques chaque année, effectivement, avec l'édification soit de statues à la mémoire d'anciens bourreaux, parce que Mais je crois oui, qu'il n'y a pas d'autre terme pour désigner ces sanguinaires. Oui. oui. Et on a l'impression que tout marche à l'envers, qu'on a perdu le fil du droit. Ces gens ont été jugés au nom du peuple français. Mm. Ils n'ont pas besoin d'être à une plaque pour rendre hommage à des martyrs. Qu'est-ce qu'ils ont de martyrs? Que le Christ soit un martyr, oui, que les apôtres le soient aussi, mais eux, ce n'est pas des martyrs. C'est des délinquants de grand chemin. Ils faisaient partie d'un gang de malfaiteurs payés, plutôt bien payés que mal d'ailleurs. Il est question de millions de centimes, hein, dans les chiffres qui sont donnés, mais ils n'ont rien de martyr chrétien ou de martyr musulman ou de martyr juif. Ce sont des voyous. Ce sont des Alors, voyous, oui, et des assassins de la mémoire, comme vous chapitrez dans votre livre, chapitre 11. Ce sont ni plus ni moins des gens, effectivement, qui essayent encore aujourd'hui de détourner l'histoire en s'appropriant, effectivement, je ne donnerai pas le site parce que c'est leur faire de la publicité, effectivement, mais le site de certains sites Internet d'anciens d'Algérie, nostalgiques de l'Algérie française, effectivement, qui font l'hommage l'éloge plutôt d'actions criminelles commises par l'OAS en Algérie et en France. Oui. ouais. Que voulez-vous qu'on y fasse? On ne peut pas les empêcher de parler. Mm. Mm. Mais bon, au plus haut niveau de l'État, il faut tout de même ramener à son juste niveau d'appréciation ce qui s'est passé en 1961-1962. Ça coûte rien, je dirais, ça coûte rien sur le plan moral. Mm. Autant il eût été difficile pour un président de la République de désapprouver des crimes commis par des patriotes, mais comme les archives le montrent, ce ne sont pas des patriotes, ce sont des voyous, ce sont des gangsters. Qu'est-ce qui gêne le président de la République de dénoncer des crimes de voyous? Mm. C'est pas compromettant, je veux dire par là. Rendre hommage à toutes les victimes de l'EAS, parce que seules 6, et tant mieux parce ces 6 victimes sont parmi les Les personnes qui sont. bénéficiaires, oui, bien Oui, sûr. oui, on dénombre quand même Oui, 2545 effectivement victimes qui n'ont pas été honorées par le chef de l'État. Il est peut-être temps aujourd'hui effectivement de le faire dans une démarche d'apaisement. oui. Oui, sur les retours sur votre livre qui est paru au printemps, me semble-t-il. Les Euh, gens sont, oui, les gens oui, sont effarés oui. de ce qu'ils Mm. découvrent. Le problème de l'argent, le problème comment dirais-je, de la gangrène de la France par cette idéologie d'extrême droite au fil des jours, au fil des ans, avec la complicité des maires, des conseillers, le refus des préfets de condamner parce qu'il y avait des vices de forme dans les délibérations des conseils municipaux pour ériger des plaques, des stèles, des cénotaphes, des statues, tout ce que l'on veut. Voilà où on en arrive. C'est la force aussi de ce livre, de montrer comment par des silences, des compromissions, des non-dits, on arrive en sorte que dans le Midi, les éditions Tirésias Michel Reynaud vont sortir un livre qui est un véritable guide. Il y a le guide vert Michelin, il y a le guide noir des éditions Tirésias, où on a recensé 200 à 250 monuments à la gloire de l'Algérie française, ce qui n'est rien, des terroristes de l'OS et de l'OS en général et en particulier. C'est incroyable. Notre territoire est défiguré par des monuments à la gloire de l'extrême droite. Et des commémorations d'ailleurs qui ne peuvent finalement pas être interdites. Ah, Même si vous avez. non, à partir du moment où on a autorisé une plaque commémorative, pourquoi est-ce qu'on interdirait la commémoration? Il Mm. faut commencer d'abord par interdire la plaque. Non, c'est notre pays est mal engagé. Mm. Je suis Peut-être. content d'être vieux. Ouais.
lâcheur. Peut-être ma dernière question, docteur Hulda sur cette. Je parlais de la manière dont votre dernier livre était perçu. J'ai quand même eu, moi, été un petit peu surpris, choquée, pas surprise, mais choquée, en publiant juste la couverture de votre livre sur ma page Facebook, sans vouloir faire de publicité à ces réseaux sociaux, nous partageons le même avis sur l'intérêt mémoriel. J'ai eu quand même droit à quelques remarques, effectivement, Ah, de personnes un petit peu gênées aux entournures, en tout cas dont on pressent effectivement, on ouais. comprend que ça va gêner et il y a quand même Qu'est-ce qui les gêne dans Archives? la vérité. Oui, voilà, tout à fait. Archives inédites, révélations, ouais, 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 c'est la vérité qui les gêne. C'est en ce sens, madame, que les archives ont un rôle social, historique, très important par toutes les descriptions qu'on a fait du crime de Château-Royal, où on en a fait un haut fait d'armes, on se rend compte que c'est rien du tout. Mais à travers cette démonstration que le crime de Château-Royal n'est rien du tout, et démolit tout le reste de l'action de l'OS. C'était une action de voyous, c'était des gangsters, ils ne prenaient aucun risque, ils tiraient les gens par derrière, innocents, désarmés. Il y a une reconstitution de l'histoire de l'OS grâce aux archives, et ça, on ne peut pas nier l'existence des archives. Hein. Que ça plaise ou pas. Mais en tout cas, effectivement, Ça plaît ou les, pas. li- les livres sont faits pour plaire ou pour déranger, mais ils sont faits surtout pour susciter effectivement enfin, enfin, donner qualité à l'histoire et il y a une réalité, effectivement, et toute vérité n'est pas toujours bonne à entendre. En tout cas, le mérite de votre livre actuel, sorti donc aux éditions Tirésias Michel Renaud, collection Ces oubliés de l'histoire, aura le mérite de peut-être de mettre un coup de pied dans la fourmilière d'archives qu'on a pensées inaccessibles, qu'il était pendant un moment, mais j'encourage vraiment à lire OS, Archives inédites, Révélations, puisqu'en plus, en annexe, je l'évoquais tout à l'heure, en mémoire de ces 6 inspecteurs sociaux qui ont été lâchement assassinés, vous avez eu l'amabilité de publier les lettres manuscrites et très émouvantes, entre autres de votre papa qui écrit à son frère Après, oui, une semaine, un ouais. peu plus d'une semaine avant sa disparition. C'est très Sur les... fort, Mm, c'est très fort parce que ça, ça exprime le contexte dans oui. lequel ils vivaient. Les Mm, réserves d'eau, vous savez, des pannes d'eau, les enfants qui vont plus au lycée, ma sœur qui était pianiste au conservatoire ne peut plus y aller. La vie se réduisait de jour en jour. Ils ont peur quand ils vont dans la rue. Mouloud Ferraoun exprime la même chose. Il dit à sa femme, tu t'imagines que tous les hommes qui sortent vont rentrer intégralement. La peur rôdait, alors que moi, avec mes 20 ans, j'avais pas ce ressenti-là. mm, mm. On Eux aura avaient forcément. peur, nos Mm. parents avaient peur pour la vie de leurs enfants. Ils l'écrivent en plus, donc même si on Ils en l'écrivent, doutait, ils et ils ils l'écrivent. l'écrivent, parce que je ne veux pas dire de bêtises, hein, pardonnez-moi ma méconnaissance, lequel je crois que c'est Max Marchand qui avait demandé sa mutation en Oui, France oui, oui. et qui lui a été refusée. Il lui a été refusé, oui. C'est effrayant. Mm, D'ailleurs, je fais un commentaire assez désagréable parce que le ministre de l'Éducation nationale qui lui a refusé était à l'enterrement. mm, mm. Il pouvait peut-être avoir un certain regret hein, de ne pas C'est lui tout le avoir mal donné qu'on de. lui souhaitait à l'époque. Ouais. Voilà, pour que nous, il nous Oui, lie vraiment, vraiment, parce que si on veut s'intéresser, connaître son histoire, l'histoire de nos deux pays, parce que ce sont nos deux pays, la France et l'Algérie, oui, oui. voilà. Il y a, Et remercier en dernière analyse Michel Reynaud des oui, éditions Tirésias, un oui, éditeur compétent, courageux, consciencieux, qui aide considérablement dans une belle facture le livre. Hein. mm, mm, Vraiment, c'est une grande chance pour un auteur comme moi de rencontrer un grand éditeur comme lui. mm. Et merci infiniment, Monsieur Oudaoudia, Merci, sans salut. aucune haine hein, de livrer votre histoire, parce que c'est votre histoire aussi, c'est votre histoire algérienne.
Et vous me disiez la dernière fois, vous n'avez pas de haine, vous avez du mépris. Le mépris est toujours présent, en fait. Le mépris, c'est ce qui permet de s'élever, d'être, sans doute, de se préserver un petit peu et d'être au-dessus de tout ça. Oui, ce ne sont pas des hommes, ce sont des gangsters, des voyous, des crapules qui volent leurs victimes. J'ai jamais vu ça. Peut-être que les bandits de grand chemin détroussaient au temps des mousquetaires, vous savez, on Oui. détroussait d'un gousset les victimes. Oui, mais ils étaient qualifiés de bandits. Et on les qualifie, C'était, oui, voilà, très juste, très juste. ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est pas le cas Et pour- non, ce sont des héros. Nos voilà, détrousseurs de cadavres, ce sont des héros. Triste France. on marche sur la tête. Dans des Chère moments, madame. effectivement, de tension, n'oublions pas effectivement cette histoire. Merci en tout cas d'avoir déjà consacré encore du temps aujourd'hui. Merci, hein, Bon, c'est toujours avec c'est beaucoup moi qui vous d'émotion que je remercie.